Dans la catégorie 7, où on place ce qu'on a appelé les enlèvements, la probabilité d'un rapport officiel est quasiment nulle. On retombe sur ce que le sociologue Pierre Lagrange a justement qualifié de rumeur. Il y aura une rumeur autour de ce genre d'observation et il y aura très peu de rapports officiels dans les dossiers du gouvernement. C'est un plaisir de rencontrer beaucoup d'entre vous avec qui j'ai communiqué à travers différents réseaux et de pouvoir se retrouver à l'occasion de cette organisation qui est magnifique. La Sorbonne a beaucoup évolué depuis les jours où j'étais jeune étudiant. J'ai passé plusieurs années à la Sorbonne en physique, chimie et ensuite en mathématiques. J'ai préparé un exposé un peu formel. Je ne vais pas exactement le lire, mais je vais le suivre parce que nous sommes à un point exceptionnel. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a 5 ans, une réunion comme celle-là à la Sorbonne aurait été impossible. Donc beaucoup de choses ont changé récemment et je crois que c'est important de réfléchir à la façon dont ces pages ont été tournées. C'est toujours un plaisir de revoir la Sorbonne, où j'ai passé donc 2 années tumultueuses à l'époque. C'était l'époque de Nicolas Bourbaki en mathématiques et de la guerre d'Algérie dans le monde extérieur. Mélange curieux qui m'a appris qu'on ne pouvait pas dissocier la science de l'évolution de la société. Le plaisir est d'autant plus savoureux que nous allons parler dans ces augustes murs d'un sujet qui a longtemps été maudit par la Sorbonne, c'est-à-dire celui des ovnis ou des soucoupes volantes à l'époque. Le sujet est toujours suspect dans les milieux académiques, sauf sous la plume de quelques sociologues courageux, mais il était aussi très marginal sur les campus américains, jusqu'à une époque récente. Vous voyez ici le président Clinton en discussion privée avec son conseiller scientifique, le professeur Jack Gibbons, qui est décédé en 1998, un astrophysicien et atomiste spécialisé dans la structure du Soleil et la conservation de l'énergie et les problèmes d'énergie en général, qui bien entendu étaient au premier plan au point de vue industriel aux États-Unis. Il occupait ce poste prestigieux à un moment intéressant de l'histoire des ovnis, puisque M. Lawrence Rockefeller, soutien éminent de la science américaine et des progrès sur l'environnement, avait demandé au président Clinton de lever le secret qui entourait la question des ovnis aux États-Unis. Le problème était scientifique, mais surtout politique, et le secret, comme vous le savez, n'a pas encore été levé. En février 1994, j'ai eu l'occasion d'écouter le professeur Gibbons lors de l'assemblée annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences,
qui s'appelle AAAS à San Francisco, où je faisais partie d'un panel sur l'utilisation des réseaux informatiques dans la gestion des crises industrielles. Et il avait présenté le discours d'introduction de notre conférence et se soumit de bonne grâce aux questions de l'assistance. Bien entendu, quelqu'un lui demanda comment on conseillait le président des États-Unis quand M. Rockefeller lui demandait de révéler une fois pour toutes l'existence réelle d'objets inexpliqués dans l'environnement terrestre. Et il y eut quelques rires dans l'assistance, suivi d'un grand silence. M. Gibbons reprit le micro de bonne grâce et déclara qu'il ne pouvait pas répondre à la place de la Maison-Blanche, mais qu'il pouvait raconter une histoire personnelle qui résumait sa situation. C'est un vieux monsieur fatigué qui rentre chez lui un soir. Dans l'herbe qui borde son chemin, il distingue une lumière inhabituelle. En s'approchant, il découvre une grenouille, avec cette particularité de porter une petite couronne lumineuse en or. Curieux de cette découverte, le vieux monsieur soulève la grenouille et il est sur le point de la mettre dans sa poche quand elle se met à lui parler. Elle explique qu'elle est une jeune princesse fort riche, changée en grenouille par un méchant magicien. Il n'a qu'à l'embrasser pour qu'elle reprenne sa forme humaine, après quoi ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants. Le vieux monsieur considère un instant la situation, puis il empoche la grenouille en disant « À mon âge, je préfère me contenter d'une grenouille qui parle. » Voilà l'explication la plus claire et la plus complète que vous aurez sur la situation actuelle du sujet aux États-Unis. Quand j'ai rejoint l'université Stanford pour y développer un système généralisé de bases de données, j'ai eu le plaisir de travailler avec le professeur Peter Strzok sur la physique, en particulier la physique du Soleil, mais aussi sur des catalogues d'observations d'OVNI, déjà à cette époque, officiellement à Stanford. Et nous avons développé une grille de sélection des cas les plus intéressants. Vous avez ici un aréopage qui était sérieusement en train d'étudier le problème sans financement particulier. Vous avez de gauche à droite le docteur James Harder de l'Université de Californie à Berkeley, le docteur Haynes de la NASA, M. Brad Sparks, qui est un éminent chercheur privé sur la question, moi-même à côté de Dr. Bruce Maccabee de la marine américaine et le professeur Stewart. À l'époque, le CNES s'intéressait à la même question et on parlait d'un échantillon utile d'environ 5 à 10% des cas, après élimination de tous les cas de phénomènes connus. Le reste étant explicable ou trop pauvre en informations utiles. Comme on le sait à présent grâce aux efforts du CNES ici à Paris et à Toulouse, ce pourcentage est tombé à 2% aujourd'hui, après examen approfondi des effets optiques exceptionnels, des erreurs d'observation et de l'influence de l'imagination normale des témoins. En Californie, notre petit groupe comprenait un officier à la retraite des services de l'armée américaine. Vers 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait été chargé de l'observation et de la détection des sous-marins allemands sur la côte nord des États-Unis, dans la région du Massachusetts. Son groupe avait étudié la question des statistiques. Et il nous fit remarquer que les ufologues
officiels ou non, prenaient le monde à l'envers. Dans sa position, me dit-il, si 2% des cas relevés par son groupe correspondaient à des sous-marins allemands, on se trouvait devant une situation extrêmement grave. Il m'encouragea donc à appliquer au rapport d'OVNI la même discipline que l'armée avait appliquée à la détection de périscopes dans les vagues de l'Atlantique Nord. Et il me dit à peu près, c'est une leçon que je n'ai jamais oubliée, vous faites des statistiques scientifiques. Donc, si vous avez expliqué 98% des cas, vous êtes content, le prix d'acquisition est fixe, vous estimez que vous avez probablement résolu le problème. Moi, je fais du renseignement. Mon problème est exactement l'inverse. Les 98% explicables m'ont probablement été fournis par l'ennemi, gratuitement. Mais les 2% qui restent peuvent me tuer. Et leur détection va coûter beaucoup plus cher. C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée quand les services officiels chargés des OVNI annoncent que la grande majorité des rapports sont expliqués, comme on l'a vu récemment devant le Congrès américain. Ça signifie simplement pour l'informaticien que je suis encore que leur input n'est pas convenablement calibré. Ce qui est important, c'est les 2% qui restent. Quand Mme Curie, non loin d'ici, cherchait à caractériser la source de radiation inexpliquée dans le pitchblende, une matière grossière et sans intérêt, elle ne recueillait qu'un dixième de gramme de chlorure de radium pour plusieurs tonnes de matériel. Ce dixième de gramme est devenu son second prix Nobel. Elle avait déjà eu un prix Nobel en physique. Donc, voilà, elle a eu le prix Nobel de chimie. La question scientifique et stratégique des OVNI ne peut pas indéfiniment rester sans réponse. Non seulement les citoyens ordinaires continuent à faire et à rapporter des observations personnelles de plus en plus précises, avec des paramètres calibrés, mais les services de la défense, en France comme aux États-Unis, disposent depuis plusieurs années de systèmes modernes, comme on l'a vu hier par la présentation de M. Luc Dini, qui permettent d'établir des corrélations bien définies entre l'espace, l'atmosphère et la surface de la planète. C'est une situation nouvelle. Encore une fois, elle n'existait pas il y a 10 ans. Les rapports de ces services ne permettent plus de mettre les observations sur le compte d'hypothétiques illusions d'optique, d'erreurs ou d'hallucinations. En France en particulier, les scientifiques du CNES étudient maintenant des dossiers où les commentaires des témoins peuvent être en corrélation avec des mesures météorologiques précises et des relevés officiels de l'armée de l'air ou des stations spatiales. Les observations qui survivent à ces tests ne laissent guère de doute sur l'existence d'un phénomène rare et inexpliqué, même si la majorité des rapports trouvent une solution après étude. Il en est de même aux États-Unis, on a pu le voir dans un nombre impressionnant de mesures faites par des avions de chasse équipés de détecteurs électroniques et optiques dans le domaine visible et infrarouge sophistiqués. Ces observations ont duré des dizaines de minutes et parfois des heures, permettant des mesures très précises. Pourquoi, dans ces conditions, le phénomène reste-t-il mystérieux et même subtilement menaçant pour une grande partie du public? La réponse tient dans un effet statistique très simple, mais fondamental et souvent négligé
par les études actuelles. Et là, c'est la seule diapositive, je vous promets, qui ne comprend pas d'équation, mais il comprend un graphique que je vais m'attacher à discuter. On peut lire ce graphique de la façon suivante. La probabilité en abscisse qu'un observateur témoigne officiellement dépend de son caractère d'étrangeté en ordonnée. Donc l'étrangeté va vers le haut et l'étrangeté va vers la droite et le nombre d'observations qu'on peut attendre, au CNES par exemple ou aux États-Unis, va vers le haut. Celle-ci est définie par un graphique qui ressemble à une colline escarpée. Et en catégorie d'étrangeté minimum, la catégorie 1, on se trouve devant des témoins qui auraient observé quelque chose d'inhabituel, une lueur dans le ciel par exemple, ou un point lumineux qui l'intrigue dans son déplacement. Un exemple que j'ai eu à l'occasion de l'étude d'un cas aux États-Unis, c'était quelqu'un qui était persuadé qu'il y avait des lumières curieuses qui se passaient dans les bois, dans la forêt, la nuit. Effectivement, je suis allé sur les lieux et il y a des insectes qui deviennent lumineux à une certaine période de l'année et il s'agissait d'insectes lumineux. Cela étant, c'était surprenant pour cette personne qui n'avait pas l'habitude de voir ce genre de choses. C'est peu probable que cette personne appelle les autorités, mais elle en parlera peut-être autour d'elle, surtout s'il y a eu une réaction physiologique aussi, si cette personne a eu peur, par exemple, ou si ça s'est passé en coordination avec quelque chose d'autre, un incident quelconque. Donc, il y aura quelques rapports, disons sur 10 observations, il y en aura peut-être une qui viendra à la connaissance du CNES. Dans mes jeunes années, quand j'étais à l'Observatoire de Paris, on faisait du suivi de satellites la nuit, mais dans la journée, on était responsable des réponses au public. On était un organisme de gouvernement. Donc, quand les gens voyaient quelque chose de bizarre dans le ciel, ils nous écrivaient. Et la plupart de ces cas, on pouvait les expliquer, notamment avec le suivi des satellites artificiels qui, à l'époque, n'était pas évident pour le public. Donc, les gens avaient le plaisir de savoir qu'ils avaient observé le satellite ECHO. Cela étant, les gens n'étaient pas complètement naïfs. Ils voyaient quelque chose d'inhabituel dans le ciel qui disparaissait soudain dans le noir au milieu du ciel. Et les gens n'étaient pas capables ou supposés savoir que l'ombre de la Terre va occulter le satellite à une certaine position dans le ciel et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le satellite fasse une arche complète dans le ciel. Donc ces questions sont explicables, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont naïves ou qu'elles sont stupides. En catégorie 2, qui commence à intéresser les services officiels, comme le CNES, un corps lumineux complexe, lent et silencieux est passé dans le ciel. Par exemple, une sphère qui n'est plus juste un satellite ou un météore, qui semble aller contre le vent. Une lumière céleste qui s'éteint brusquement, comme je l'ai mentionné, etc. Donc, ces rapports sont de bonne foi et fournissent une belle opportunité de démystifier le travail d'un observatoire. Et le témoin, en général, communique cette observation par civisme ou parce qu'il est curieux de savoir ce qu'il a pu voir. En catégorie 3, qui correspond au pic de la courbe de gauche, où vous voyez le cas numéro 1, le cas numéro 2, le cas numéro 3. Ce sont les cas qu'on traite au CNES ou que traite l'armée de l'air. Tout change.
la motivation est plus urgente. Par exemple, une boule orange a suivi une voiture sur une route isolée. Un objet lumineux qui ressemble à un avion en feu semble s'être écrasé dans un bois. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas entraîné d'estimer la distance de quelque chose dans le ciel, d'une source lumineuse dans le ciel. Et souvent, les gens vous diront « J'ai vu quelque chose, c'est tombé juste derrière la maison de monsieur le maire, à 2 kilomètres. » Vous allez à 2 kilomètres, il n'y a rien. C'est une météorite qui est tombée à 10 ou 15 kilomètres de là. Mais le témoin a souvent cette réaction de penser que l'objet a été très près. Donc, ces choses-là méritent d'être étudiées. Souvent, une énorme lumière a foncé sur une voiture et a disparu et quand le moteur a calé. Ou une flottille d'objets a lentement traversé le ciel, comme on l'a vu il y a quelques années en France, en laissant une vaste traînée, et on a encore des discussions entre nous pour savoir s'il s'agissait de la réentrée d'un satellite russe qui se désintégrait au-dessus de la France, ou s'il s'agissait de quelque chose d'autre, ou les deux à la fois. On a plus de 200 témoignages au CNES dans une période d'à peu près 45 minutes, venant de toute la France, sur des objets qui sont passés en groupe au-dessus de la France, en la traversant en diagonale de Bayonne vers Strasbourg. Observation qui n'a jamais été complètement élucidée. Elle n'a pas été élucidée parce qu'il y a aussi des témoignages de pilotes, et notamment de pilotes de l'armée de l'air, qui ont vu ces objets d'une escadrille qui se dirigeait vers le sud de la France et qui a très bien vu ces objets et qui les a décrits d'une manière qui n'est pas compatible avec une réentrée atmosphérique. Donc on a un certain nombre de ces observations qui n'ont pas encore reçu d'explication. Donc, mais elles commencent à être de plus en plus rares. L'analyse, à ce moment-là, fait appel au radar militaire et au service civil. C'est le travail du GEPAN au CNES depuis de longues années. Et la France a la distinction d'être le premier pays au monde qui a créé une commission scientifique officielle pour réunir ces dossiers. Avec le professeur Heineck, nous avons souvent collaboré avec nos collègues français et maintenant j'appartiens à un des comités qui revoit les observations avec mes collègues parisiens. Donc, mais ces analyses sont difficiles et elles nous apprennent beaucoup de choses sur la physique et sur l'atmosphère. Si un objet a semblé suivre une voiture et s'est posé sur la route devant la voiture, alors on est en catégorie d'étrangeté 4. Vous voyez que la courbe des rapports commence à descendre d'une façon significative. Le rapport n'ira peut-être pas au service officiel. Il est probable qu'on appellera plutôt, alors s'il y a un rapport, il ira à un journaliste local, vous le retrouverez dans un journal local, ou un chercheur indépendant, et ces cas alimentent mes propres dossiers, les dossiers de Lumière dans la nuit et des meilleurs groupes de recherche en France et aux États-Unis. Dans l'étrangeté de classe 5, et vous voyez que la probabilité des cas commence à remonter, mais les chances d'un rapport sont encore plus basses. Si une créature a été vue près de l'engin, il y aura peut-être un rapport qui va exister, mais il ne sera pas dans la grande colline de gauche des rapports officiels. Vous n'allez pas appeler l'armée de l'air française ou l'Observatoire de Paris
pour dire que vous avez vu un objet sur la route et il y avait une créature à côté, créature qui ne semblait pas tout à fait humaine, comme à Valençol, par exemple. Valençol est l'exception qui confirme la règle. J'en parlerai tout à l'heure, mais à Valençol, le témoin a rapporté une partie de l'observation. Il n'a pas dit tout, il n'a pas tout dit, il n'a pas dit ce qui s'était passé après. Donc vous avez une partie de l'observation qui vient à la connaissance des services officiels, et puis une partie immergée qu'il va falloir aller chercher personnellement avec des méthodes complètement différentes, mais qui ne sera probablement pas dans les journaux et pas dans les rapports officiels. Monsieur Maurice Mas, paralysé à Valençol, dans les jours qui ont suivi, a vu d'autres choses. Et d'autres personnes du coin, d'autres cultivateurs du coin qu'il connaissait bien, lui ont aussi rapporté certaines choses. Des chercheurs expérimentés vous diront qu'il existe une catégorie 6 donc, et une catégorie 7 qui sont très rarement prises en compte par la police ou par l'armée ou par les services officiels. Aucun témoin n'a envie d'être soupçonné de démence par un ingénieur ou par un astronome. Or, ces cas sont souvent en corrélation avec des observations physiques réelles. Pensez encore une fois à M. Maurice Mas à Valençol, qui est resté paralysé dans son champ un quart d'heure après le départ de l'engin qu'il avait vu. Dans la catégorie 7, où on place ce qu'on a appelé les enlèvements, la probabilité d'un rapport officiel est quasiment nulle. On retombe sur ce que le sociologue Pierre Lagrange, ici en France, a justement qualifié de rumeur. Il y aura une rumeur autour de ce genre d'observation et il y aura très peu de rapports officiels dans les dossiers du gouvernement. Et ça relèvera d'une étude spécialisée du témoignage humain avec des méthodes totalement différentes. Encore faut-il que l'inconscient du témoin ait gardé trace de l'expérience, ce qui n'arrive pas dans tous les cas. J'ai eu l'expérience à plusieurs reprises d'être contacté par un témoin qui me disait que sa vie avait été bouleversée par quelque chose et qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé et qu'elle ne voulait pas aller se faire hypnotiser par n'importe qui et qu'elle voulait avoir mes conseils. Alors, mon conseil dans ce cas-là, c'est n'allez pas vous faire hypnotiser par n'importe qui, parce que si cette hypnose est mal faite, toutes les hypnoses, peut-être professionnelles, que vous ferez plus tard, reviendront à la première hypnose. Donc vous serez collé sur les premières informations et vous ne saurez jamais ce qui s'est vraiment passé. Par contre, il y a d'autres méthodes psychologiques que j'ai appris à connaître, et non pas à pratiquer parce que je ne suis pas psychologue, pour référer ces témoins à des spécialistes qui peuvent utiliser des méthodes beaucoup plus convaincantes et beaucoup plus efficaces que l'hypnose. L'hypnose, c'est très spectaculaire, évidemment, mais l'hypnose est pleine de choses trappes et de pièges. Il y a d'autres méthodes où on peut mener le témoin, et dans les quelques cas où on a pu l'utiliser avec ces personnes qui étaient venues me voir, le résultat était bouleversant. C'était complètement bouleversant. Il n'avait rien à voir
avec la courbe de gauche que les scientifiques étudient soigneusement. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, bien sûr. Les corrélations entre les deux groupes sont importantes. Mais pour moi, à partir de maintenant, dans ma recherche, les années qui peuvent m'être octroyées pour continuer ces recherches, c'est plutôt les catégories de droite qui m'intéressent. D'autant plus qu'elles ne relèvent pas du gouvernement, du secret, des services de renseignement, du Congrès, de toutes ces choses très compliquées. On peut tirer deux conclusions de cette courbe en forme de double colline. Les méthodes actuelles d'analyse sont insuffisantes, voire aveugles, devant une majorité des rapports, qui dérivent eux-mêmes d'un nombre inconnu d'observations par le public mondial. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus de ça. Tous les cas qui ne sont pas rapportés dans des pays où il n'existe pas une commission spéciale ou dans des pays dont la culture interdit ce genre de rapport. J'ai eu l'occasion de passer du temps en Arabie Saoudite, par exemple, dans mon expérience professionnelle ou dans d'autres pays où il y a des explications pour ces rencontres, qui sont des explications religieuses ou des explications spirituelles qui n'ont rien à voir avec un rapport à une commission scientifique. Et ça n'en est que d'autant plus intéressant. Ces observations sont passionnantes. Les autorités militaires, dont on parle beaucoup à la télévision, aux États-Unis, etc., sont compétentes dans une minorité des rapports, les cas classiques qui sont accessibles à leurs appareils spécialisés. C'est clair que, entre parenthèses, les photographies d'objets au-dessus du Nimitz, qui sont présentées dans toute la presse comme des photographies, ne sont pas des photographies, sont des images infrarouges. Et il y a j'ai eu l'occasion de voir un mémorandum de la société Raytheon qui fabrique ces caméras infrarouges qui sont sous les ailes des F-18. Un mémorandum à la Navy, à la marine américaine, qui était extrêmement bien fait, qui ne parlait pas de savoir s'il y avait des ovnis ou pas, qui parlait uniquement des appareils, qui disait essentiellement « Vous nous avez passé un contrat pour qu'on vous fabrique, qu'on invente une caméra infrarouge pour détecter l'exhaust des avions ennemis. C'est ce qu'on vous a vendu, c'est ce que vous avez mis sous les ailes des F-18. Ne nous faites pas dire ce que la caméra ne peut pas faire. Ce n'est pas une caméra pour détecter les soucoupes volantes. C'est une caméra pour détecter les tuyères d'un avion ennemi quand vous êtes en position pour le tuer. Ce n'est pas une caméra de recherche générale sur les sources infrarouges qui se promènent dans le ciel. C'est le genre de mémorandum extrêmement professionnel, extrêmement précis, dont on a besoin dans ce genre de choses. Il faut savoir avec quel instrument est-ce que vous avez acquis cette observation, et d'où vient cet instrument, et à quelles caractéristiques est-ce qu'il répond. Donc, quand les services officiels annoncent que 2%, 3%, seulement des cas restent inexpliqués après études sérieuses, c'est vrai, mais il faut relativiser ce chiffre en tenant compte de toutes les observations qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport pour des raisons psychologiques ou sociologiques, ou qui n'ont été révélées qu'à l'échelle locale qui est inaccessible pour un organisme gouvernemental général. Ces organismes travaillent sur un important échantillon, je peux vous le dire, ayant traité les cas qui viennent devant le CNES, mais il est limité par des paramètres de sélection qui restreignent la représentativité de nos conclusions. Le danger dans la précipitation d'une série de révélations officielles, tout le monde veut disclosure, la révélation officielle,
ou d'un mouvement donc de disclosure qui présenterait le phénomène comme une menace présente et grave, comme c'est le cas aujourd'hui des États-Unis, si on ne peut pas l'intercepter, c'est peut-être un ennemi. Et je crois que c'est très dangereux de présenter aujourd'hui le sujet sous cette forme-là. C'est de voir le sujet traité sommairement par overreaction, comme un danger immédiat, parce que quand le gouvernement décide de faire quelque chose, il est sous pression de l'opinion publique pour le faire vite. Il faut résoudre le problème. Donc il y a une pression de la presse, il y a une pression de la télévision, il y a une pression générale dans le public. On veut une solution. Et très souvent, la solution est politique, elle n'est pas scientifique. Le Congrès n'a pas le temps de revoir 25 ans d'études scientifiques sur le sujet. Donc, il travaille dans l'ignorance des catégories plus subtiles d'observations qui sont mal explorées ou négligées, comme je viens de l'évoquer. En conclusion, il est futile, je suis content de pouvoir évoquer cette question dans ces murs, il est futile de vouloir dissocier la science de l'évolution de la société. Au début de mon exposé, on avait noté que la probabilité qu'un témoin moderne fasse un rapport varie avec l'étrangeté de ce qu'il a vu. Elle est maximale quand le cas est clairement anormal et observé dans de bonnes conditions, sans être choquant, au point de mettre en question l'équilibre émotionnel du témoin ou de menacer son environnement. Les observations vraiment étranges, celles qui nous intéressent en haute priorité sur le plan scientifique, sur le plan psychologique et très souvent, dans les dossiers américains, sous l'angle médical, ne parviennent au service officiel que rarement et mal socialisés. Nous connaissons mal leurs caractéristiques globales. Parmi les services en question, les autorités militaires sont dans une position encore plus isolée de la réalité sociale profonde. Leurs appareils fournissent des informations scientifiques de la meilleure qualité, mais ils ne s'adressent qu'à des domaines physiques précis qui ne correspondent pas nécessairement à la situation dans sa globalité. Et ils interprètent naturellement toute anomalie comme une menace potentielle. L'avenir de l'étude du phénomène va dépendre d'un rapport de force entre un Congrès américain qui veut savoir la vérité et les grandes sociétés spécialisées dans les appareils militaires et l'espace, dont le silence peut être interprété de deux façons différentes. Soit comme un aveu d'échec, des rumeurs affirment que certaines analyses d'objets récupérés, d'objets écrasés, etc., ont été abandonnées, soit au contraire comme une volonté d'exploiter les informations dans des cas réels pour lancer les prochaines générations d'engins transmédia, voire antigravitationnels. On touche ici aux frontières, comme vous l'avez vu hier avec la présentation du professeur Guillemont, on touche ici aux frontières de la physique moderne. Le vrai danger réside dans l'absence de recherche plus large, plus accessible et plus fondamentale, qui viserait aussi bien les sciences du vivant que les performances physiques. Au-delà de la protection normale de certaines expériences secrètes, ce qui est quelque chose à quoi il faut s'attendre. Et bien entendu qu'il y a des développements industriels et scientifiques qui sont gardés pendant une certaine période avant d'être publiés ou avant d'être révélés totalement ou partiellement. Je me souviens des débuts du réseau Internet qui était sous la direction des services militaires d'ARPA, l'agence des services avancés, où les gens disaient « c'est un truc des militaires, ça va rester secret ». Ils n'avaient pas compris que
une technologie comme celle d'Internet allait être utilisée par 95% de la société civile et que les militaires se réserveraient, comme aujourd'hui, peut-être 5% de l'ensemble du trafic sur le réseau. Donc il faut comprendre comment ces systèmes évoluent. Donc au-delà de la protection normale de certaines expériences secrètes, il est temps pour les grands pays d'ouvrir les dossiers plus largement à la communauté scientifique mondiale. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation claire, riche et précise. À propos de l'hypnose, vous avez mentionné ses limites et vous avez aussi mentionné d'autres méthodes d'investigation. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Merci. Les méthodes d'analyse, bien entendu, ont évolué depuis le début de l'intérêt envers le phénomène. Les premières méthodes s'appuyaient sur, bien sûr, des rapports de gendarmerie qui, en général, sont excellents. Donc les gendarmes, bien entendu, couvrent d'abord tout le territoire, ils savent ce qui se passe. C'est d'ailleurs un privilège de la France. Aux États-Unis, bien entendu, l'espace est beaucoup plus large et les villes sont isolées et il n'y a pas une organisation dans tous les États-Unis semblable à un groupe qui soit proche du public sous les mêmes standards dans l'ensemble du territoire. Donc là, en France, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur les rapports des gendarmes, ce que fait le CNES. Cela étant, il y a aussi des rapports qui viennent de la presse, des rapports qui viennent d'autre part. Tout à fait au début, il y avait relativement peu de mesures scientifiques. Donc on étudiait ça comme un juge d'instruction écouterait un témoin dans un cas de crime. Petit à petit, bien sûr, on a commencé à apprivoiser ces observations et à les encadrer par des mesures, d'abord en envoyant quelqu'un sur le terrain faire des mesures. J'ai parlé des météores, des illusions d'optique qui peuvent s'appliquer. Donc on a commencé à avoir, grâce à Power, Claude Power qui a créé l'ancêtre du GEPAN d'aujourd'hui à l'intérieur du CNES, on a commencé à faire des études de terrain. Alors, la question se pose souvent, quelle est la meilleure source d'information? Ça revient pour nous au niveau de l'informatique, qu'est-ce qu'on met dans l'ordinateur? Alors on met dans l'ordinateur le jour, l'heure, la luminosité, le témoin, son âge, etc., qui sont les choses évidentes, mais on a aussi besoin de savoir la température, l'hygrométrie, etc. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a une grande partie de ces mesures sont faites par des services officiels, par la météo. Par exemple, au CNES, dans nos réunions, il y a toujours quelqu'un de Météo France qui a accès à minute par minute ou heure par heure à l'hygrométrie, à la température dans l'ensemble du... Donc ces mesures sont importantes. Il y a aussi d'autres mesures physiques qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas faire avant. Il y a des couvertures radar, il y a le réseau dont on a parlé l'autre jour, le réseau Fripon, et d'autres réseaux sur la détection de la foudre qui sont au service du CNES. Donc bien que le CNES ait un budget relativement petit, il a des protocoles d'échange avec tous les services qui peuvent donner des mesures physiques. Cela étant, le témoin, il a aussi sa particularité. Il a aussi son orientation, sa culture, etc. Donc ça doit venir en supplément aux mesures physiques qui font plaisir aux scientifiques. Mais il y a aussi une très importante composante qui vient non seulement
la psychologie ou l'environnement du témoin, mais aussi les conditions physiques. Si c'est une observation en altitude, c'est pas la même chose qu'une observation à Paris. C'est une observation en race campagne ou en mer. Encore une fois, il y a des paramètres qui seront différents. Je ne suis pas sûr que je réponds à votre question. Merci Jacques. On va passer à la question suivante. J'essaie de vous montrer que de plus en plus, on a des informations radar, on a des informations qui recoupent les informations satellites, par exemple, dans des cas de réentrée atmosphérique. Je crois que de ce point de vue, les services officiels, le CNES et les services américains sont bien équipés pour ne rien perdre de ce qui peut être une explication physique. Le problème aujourd'hui auquel on va s'attaquer de plus en plus, notamment à l'université Stanford, c'est le problème physiologique, des réactions physiologiques du témoin, les illusions d'optique bien sûr, mais aussi la réaction de l'organisme, notamment dans les cas de rencontres rapprochées, bien entendu. Merci Jacques. Et là, on a tout à apprendre. Merci Jacques pour ta réponse. On a une autre question. Vous avez parlé des rapports secrets détenus par Bill Clinton. On sait que les dirigeants du monde en ont. Mais ça concerne en fait toute l'humanité. Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer qu'un jour, les scientifiques qui alimentent ces rapports, puisque ce ne sont pas les présidents eux-mêmes, est-ce que vous pensez qu'on peut espérer que ces scientifiques révèlent, avant de partir dans l'au-delà, un secret qui concerne toute l'humanité, qui ne le garde pas qu'à certains dirigeants, qui ne sont que nos représentants? C'est la question importante, bien sûr. Vers quoi allons-nous, en particulier aux États-Unis? Je peux vous dire qu'il y a deux réponses possibles. Une réponse qui dirait, comme vous l'avez vu hier avec le professeur Avi Loeb, le Pentagone ne possède pas la galaxie. Et il peut intervenir dans des situations militaires ou dans des situations stratégiques au niveau de la planète telle qu'elle est aujourd'hui politiquement. Il a aussi des systèmes de détection dans l'espace qui ne sont pas généralement disponibles pour les scientifiques universitaires. On peut, dans certains cas, obtenir que ces observations soient partagées avec le public ou soient partagées avec les universitaires. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait après, vers où allons-nous. Aux États-Unis, on parle beaucoup, et en France aussi, de disclosure. Alors, disclosure, évidemment, c'est l'aboutissement de tout. Le président des États-Unis fait une conférence de presse où il réunit toutes les parties de la société et il dit « Mes chers compatriotes, je dois vous informer du fait que nous sommes devant un phénomène inconnu de longue date et que nous avons travaillé dessus et nous avons une réponse qui est que nous sommes visités ou quelque chose comme ça. » C'est bien entendu ce que la plupart de mes amis ufologues espèrent, etc. Je crois que la situation réelle va être beaucoup plus compliquée. D'abord, on peut parler librement d'ovnis et de soucoupes volantes tant que le sujet n'est pas complètement classifié. Parce qu'il y a une incertitude et beaucoup de gens pensent que ça n'existe pas, que c'est une rumeur sociologique qui caractérise notre époque, mais qui n'est pas importante. Le jour où on a une véritable réponse de la communauté scientifique et que le sujet existe, alors peut-être qu'il y a un danger qui est associé, et en fonction de ce danger, les informations à partir de là vont être secrètes. Donc le fait de révéler l'existence réelle du phénomène peut simplement couper l'information au phénomène. Alors, ça n'affecterait pas la courbe rouge de droite, parce que la courbe rouge de droite, ils ne la reçoivent pas de toute façon. Donc, il restera une rumeur qui circulera dans la société
qui en fait risque d'empoisonner la société, parce qu'elle sera une rumeur interdite en plus. Donc, mais on peut supposer que la courbe de gauche disparaîtra parce que tous les rapports officiels seront interceptés et seront gardés secrets, parce que ça deviendra une priorité nationale, une priorité politique. Je pense qu'on ne va pas tout à fait vers ça, enfin je l'espère, en tant que chercheur. Certainement, il y a de plus en plus d'universitaires aux États-Unis qui demandent ou qui exigent que les dossiers soient partagés, que les dossiers soient ouverts et qu'on puisse faire de la vraie science avec, parce qu'il y a des objectifs scientifiques majeurs derrière ce phénomène. Vous avez vu hier dans la présentation du professeur Avilaube le nombre de jeunes scientifiques qui sont en train de passer soit leur doctorat, soit des qualifications supérieures au doctorat en sciences, tout autour de l'université de Harvard, qui est une des universités les plus avancées aux États-Unis. On va faire la même chose à Stanford. Donc c'est un mouvement qui va être irrésistible. C'est-à-dire et derrière, il y a beaucoup d'entreprises techniques qui s'intéressent au sujet, parce que ce que les témoins rapportent est extraordinaire au point de vue scientifique et peut être utilisé pour des progrès. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on continue à lancer des grosses fusées qui sont basées sur le principe de propulsion des anciennes fusées chinoises 3 millénaires avant Jésus-Christ? Enfin, c'est absurde. On sait que si on peut maîtriser la gravitation, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc le sujet ouvre sur des perspectives scientifiques extraordinaires. Donc mon espoir, et si je devais parier, je parierais que le système va rester ouvert, mais ne vous attendez pas à une disclosure complète du président des États-Unis avant 5 ans ou peut-être un peu plus. Le sujet est en cours de maturation et il n'est pas encore à ce point-là. Petit livre important qui viendrait de publier aux États-Unis, c'est à la suite d'une déclassification partielle des recherches qui ont été faites par le groupe de Robert Bigelow à Las Vegas, auquel j'ai participé pour toute la partie informatique. Le NITS. Une grande partie des travaux et des découvertes est contenue dans ce livre qui a été autorisé par le Pentagone. Ça ne veut pas dire que tout a été déclassifié, mais ce livre est important. L'auteur principal s'appelle Lakatsky. C'est un des directeurs du projet aux États-Unis. Merci Jacques. On peut peut-être circuler une photo. Oui, bien sûr, on va essayer. Moi j'ai une dernière question à te poser. Où en es-tu concernant tes recherches sur les métamatériaux? Puisque tu l'as pas mal évoqué, tu étais notamment à l'Institut Métapsychique International il y a quelques temps pour dévoiler certaines choses. Où en es-tu par rapport à ces recherches-là? Comme certains d'entre vous peuvent le savoir, j'ai eu l'occasion de... je vais essayer de faire une réponse courte à une question qui est en train de s'ouvrir très largement, mais nous n'avons pas accès à un objet récupéré complet, donc nous ne pouvons pas étudier son système de propulsion. Comme vous le savez, il y a des rumeurs que certains objets ont été récupérés intacts aux États-Unis et ailleurs. Par contre, depuis de longues années, j'ai cherché à réunir des échantillons qui avaient été récupérés après soit un crash ou l'atterrissage d'un objet qui est reparti. J'ai bénéficié d'ailleurs de l'appui de mes amis du CNES aux États-Unis, des échantillons de matériaux qui viennent de France, qui viennent de certains cas français, et ainsi que des cas brésiliens, des cas argentins, etc. Et bien entendu des cas américains. C'est pas idéal pour essayer de comprendre la technologie des ovnis, mais c'est ce que nous avons de plus proche aujourd'hui qui n'est pas classifié.
Ce sera peut-être classifié un jour d'ailleurs. Donc c'est un sujet qui est brûlant maintenant aux États-Unis. Il y a plusieurs autres groupes aux États-Unis qui ont fait la même chose. Et bien sûr, le CNES en France a des archives de matériaux qu'ils ont continué à analyser. Alors en général, cette analyse était une analyse chimique. Alors on a des informations que j'ai publiées d'ailleurs il y a 20 ans. J'ai commencé à publier ces analyses chimiques en les réunissant pour voir s'il y avait une modélisation possible des éléments qui sont présents dans ce que laissent les ovnis quand ils quittent un site où ils se sont posés, soit dans le sol, soit quelque chose qui a été éjecté. Nous avons publié, il y a un an à peu près, le premier article complet sur l'analyse d'une série de ces matériaux dans la première revue d'astronautique au monde, qui est une revue anglaise. Et il nous a fallu 1 an pour convaincre la revue de publier nos recherches. Toutes les analyses avaient été faites officiellement à l'université Stanford sur la base d'échantillons que j'avais récupérés par relation directe avec les témoins. Nous collaborerons avec tous les groupes qui peuvent faire ça dans le monde et qui ont des échantillons en développant l'étude, non pas l'étude chimique des éléments, mais l'étude des isotopes. Parce que les éléments, ça peut toujours être un canular, ça peut être un mélange de différentes choses qui sont produits naturellement dans la nature, par exemple un ruisseau qui apporte des roches bizarres avec des éléments bizarres. Par contre, au niveau des isotopes, on ne peut pas mentir. Donc on a mis au point une série de méthodes pour l'étude des isotopes avec plusieurs catégories d'appareils. Ça, c'est une des chances qu'on a d'être à Silicon Valley, où il y a des prototypes d'appareils qui seront utilisés en biologie, qui seront utilisés dans d'autres, qui peuvent complètement analyser un résidu de matière au niveau du milligramme. Donc, ces études vont commencer. C'est une chose qu'on va discuter à Stanford dans 2 semaines, avec l'ouverture d'un nouveau projet qui s'appelle le projet SOL, S-O-L, comme le soleil, et où nous avons, un peu comme le projet Galileo de l'autre côté des États-Unis, nous avons levé des fonds privés pour justement faire ce genre de... Donc attendez-vous à avoir d'autres... Mais si vous m'envoyez un texto ou si vous m'envoyez un message, je peux vous donner une liste d'analyses qui ont déjà été publiées et qui sont complètement ouvertes au point de vue scientifique. Merci Jacques. On va suivre tout cela de très très près. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Jacques Vallée.